Artists are raped. The contracts are made to rape the artist. These guys work really hard, but the story ends the same. They usually are broken. The music business, but bar none, is the sleaziest business in the world. De Michael Jackson à Taylor Swift, en passant par Prince et Kanye West, nombreux sont les artistes à dénoncer l'industrie musicale et à quel point ce milieu est sombre. Au cœur de leurs critiques se trouvent les maisons de disques, principalement ces trois énormes compagnies que sont Sony, Warner et Universal, qui dirigent à elles seules la quasi-totalité de l'industrie musicale aujourd'hui. Beaucoup de reproches leur sont adressés, mais le principal problème, c'est l'argent. Et en effet, en 2017, sur les 43 milliards de dollars générés par l'industrie musicale dans sa globalité, seuls 12% sont revenus aux artistes et ces 12% proviennent principalement des tournées. Grâce à Internet et à la prise de parole publique répétée de stars mondialement reconnues, le grand public prend conscience de ces problèmes. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pointent du doigt les agissements de ces maisons de disques et nombreux sont ceux qui pensent même que l'industrie est en train de mourir. Mais alors, est-ce vraiment le cas ? J'ai cherché à comprendre l'évolution de l'industrie de la musique, plus précisément ici de l'industrie du disque. Entre autres, je me suis posé la question, qui contrôle l'industrie de la musique? Pourquoi les artistes gagnent-ils si peu d'argent? Quel est le modèle économique des maisons de disques? Spotify est-il le grand méchant de l'histoire ou bien le sauveur? L'industrie va-t-elle aussi mal que tout le monde le prétend? Bref, quel est l'état de notre chère industrie du disque aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir maintenant. Vous connaissez probablement Beyoncé, Francis Cabrel, Miley Cyrus ou Jean-Michel Jarre. Eh bien, malgré que cette sélection soit un peu éclectique, tous ces artistes ont un point commun. Ils ont aujourd'hui un contrat avec Columbia Records, un label de Sony Music. Et ça nous permet de faire un petit point lexique tout de suite pour fluidifier le reste de la vidéo. Sony Music est une maison de disques, c'est-à-dire une société qui finance, produit, distribue et commercialise des enregistrements musicaux. Elle assure aussi souvent la promotion et le marketing. Aujourd'hui, il y a trois énormes maisons de disques que sont Sony, Universal, Warner, qu'on appelle les majors. Columbia est un label, une filiale de la maison de disques sous laquelle celle-ci commercialise ses enregistrements. Les labels non indépendants appartiennent à des maisons de disques et servent surtout à avoir plusieurs marques au sein d'une même maison de disques spécialisée dans un style musical particulier par exemple. Souvent, les deux termes se confondent et c'est pas très grave. Columbia, bien avant de signer Beyoncé, c'est une entreprise qui vend du matériel audio. On est en 1887 et elle vend principalement des phonographes, à savoir le tout premier appareil que pouvait se procurer le grand public pour écouter des enregistrements sonores. Les phonographes sont utilisés dans le cadre privé, mais aussi dans des lieux publics comme des cafés, et à l'époque, les cylindres, donc ce qui sert de support au phonographe, contiennent des musiques, souvent de la musique classique, mais aussi des discours et des sketchs. Mais chez Columbia, à l'époque, ils se disent « Et si nous, on faisait enregistrer des artistes sur nos cylindres. Ça nous permettrait d'avoir des exclusivités à proposer à nos clients, donc de nous différencier des autres entreprises, donc de vendre plus de phonographes. » Bon. Il se trouve que les autres entreprises ont la même démarche, mais ça n'empêche pas Columbia de croître et même de scinder sa société en deux, avec une partie entièrement consacrée à l'enregistrement d'artistes. Columbia, sans le savoir, est l'une des premières maisons de disques de l'histoire. En 1900, la technologie évolue un peu et on passe des cylindres aux disques plats, mais le processus reste le même pour Columbia. Le deal avec les artistes, qui sont surtout des artistes d'opéra, est assez simple. La maison de disques construit ses propres studios professionnels et assure ainsi la prise de son des artistes. Ensuite, elle gère la production physique, ce qui est assez simple vu que c'est le cœur du métier de l'autre partie de la société. Puis, elle assure la promotion, tout du moins elle s'assure que le public achète les disques plats. En échange de tout ce processus, qui est coûteux, les maisons de disques possèdent les droits sur les enregistrements qu'elles financent, et c'est grâce à ça, entre autres, qu'elles font de l'argent. À cette époque, les artistes sont en fait des employés. Et ça, ce n'est que le début, parce que tout va très vite s'accélérer. Nous sommes dans les années 1920 et une nouvelle technologie voit le jour, la radio. Et alors là, la musique enregistrée, qui restait quand même quelque chose d'encore un peu niche, devient extrêmement populaire. Actuellement sur le marché, il y a plusieurs grosses maisons de disques. RCA, Victor Talking Machine, Paramount, Columbia, et une nouvelle responsabilité incombe à ces maisons de disques. Elles doivent fournir de la musique à la radio. Il faut comprendre que c'est le seul canal de diffusion grand public. Les maisons de disques sont donc
toute puissante. C'est elle et elle seule qui définissent ce que le grand public va écouter. Les décennies à venir sont tout aussi reluisantes avec la commercialisation du vinyle et l'explosion dans les années 50 du rock'n'roll. Un certain Elvis Presley, par exemple, le signe en 1955 chez RCA et juste l'année d'après, il sort Heartbreak Hotel, l'un de ses plus grands succès qui se vendra à 2 millions d'exemplaires à l'époque. Quelques années plus tard, c'est au tour des Beatles de signer avec EMI et non avec Decca parce que ces derniers les ont rejetés en disant « Les groupes de guitare sont en train de mourir ». On peut pas toujours avoir raison dans la vie. La musique enregistrée est maintenant bien implantée dans la vie des Occidentaux et les maisons de disques règnent sur le marché. Si par exemple dans les années 60 et 70 vous étiez un chanteur qui voulait se professionnaliser, signer ce n'était pas une option, c'était une obligation. Sans ça, vous restez amateur. Il y a 2 raisons principales à ça. D'abord, produire un disque, ne serait-ce qu'un single, ça coûte extrêmement cher. Il faut l'enregistrer dans un studio professionnel avec du matériel qui coûte beaucoup d'argent, avec un ingénieur du son, peut-être des musiciens de session. Ensuite, il faut le faire mixer et masteriser, des domaines qui sont réservés à une petite poignée d'ingénieurs compétents. Et après ça, il y a toute la production physique. Il faut en faire des vinyles, presser dans des usines. Bref, financer ça seul, c'est quasiment impossible. Mais même si vous avez l'argent de le faire, les canaux de promotion sont contrôlés par les maisons de disques. Vous ne passerez pas en radio sans maison de disques et vous avez peu de chances d'être distribué chez un disquaire. Il y a quelques exceptions avec des labels indépendants, mais à la fin, ça se termine souvent par un contrat quelconque avec une major. L'industrie du disque s'emporte à merveille et ce n'est même pas encore l'apogée. L'apogée, elle arrive avec le compact disque, le fameux CD. Développé par Philips et par Sony et lancé en 1983 en Amérique, c'est la technologie qui change une nouvelle fois l'industrie du disque et qui augmente encore les marges des maisons de disques. Parce que les CD sont moins chers à produire que les vinyles. Et pourtant, le prix d'achat d'un CD est supérieur à celui d'un vinyle. Si ça a amené quelques critiques, ça n'a pas empêché les consommateurs de se ruer sur cette nouvelle technologie. Nous sommes en 1999 et cette année marque un record pour l'industrie du disque américaine qui enregistre plus de 25 milliards de dollars de revenus. Cependant, l'industrie ne le sait pas encore, mais c'est la première et la dernière fois de l'histoire qu'elle atteindra un tel score. Ce record marque en réalité le début du déclin de l'industrie du disque. Vous savez déjà ce qui va tout changer, c'est Internet. L'arrivée de Napster, du téléchargement illégal, l'accès illimité à la musique et de l'autre côté la baisse des coûts de production de la musique va changer complètement le paysage de l'industrie du disque et le mettre à mal. L'industrie étouffe. Tout ça, c'est avant que Spotify, en grand héros, vienne apporter un nouveau modèle économique à une industrie en train de se casser la gueule. Ça, c'est la version grand public, c'est la version que tout le monde connaît. Mais pour comprendre l'importance qu'ont les maisons de disques aujourd'hui et le paysage actuel de l'industrie, il faut aller bien au-delà de la surface de ce qui s'est passé pendant cette crise. Et c'est ce qu'on va faire. On l'a vu juste avant, les maisons de disques sont très fortement liées à la technologie. Ce sont les révolutions technologiques consécutives des supports qui ont mené à la croissance économique du secteur. Sauf que, pour la première fois, un support, à savoir Internet, fait perdre le contrôle aux maisons de disques. Là où, avec la distribution physique, chacun avait un rôle bien défini, le schéma change complètement avec l'avènement du numérique. Et il va bien falloir innover pour suivre la révolution qui est Internet. Et justement, avant que Spotify ne devienne un acteur majeur, les 3 sociétés qui vont s'emparer du marché du disque, ce ne sont pas de nouvelles sociétés musicales créées pour répondre aux nouveaux besoins. Ce sont des sociétés technologiques déjà existantes et puissantes, à savoir Amazon, Google et Apple. Sauf que les intérêts d'Amazon, Apple et Google, ce n'est pas de faire de l'argent avec de la musique. Ce n'est pas de faire grossir l'industrie du disque ou même de la sauver. La musique pour eux, c'est juste un produit d'appel, un produit qui leur permet de vendre leurs appareils, comme l'iPod avec Apple par exemple. La musique est un simple atout marketing. And Apple doesn't need to make money in music. Apple wants to sell this. They would give away the music for free if they could sell more of these. Au final, on retombe sur le même schéma qu'avec Columbia Records qui voulait vendre plus de phonographes, à la différence qu'Apple, Google et Amazon ne vont pas lancer de maison de disques. Et on pourrait s'arrêter là et dire le secteur de la technologie a pris le contrôle du marché du disque. Sauf que c'est pas le cas. Je dirais presque que c'est l'inverse.
Petite devinette, quelle est la différence entre Napster et Spotify? Eh bien, l'un a fermé en 2001 à la suite d'un procès de 2 ans contre l'industrie du disque, et l'autre est une application que certains d'entre vous utilisent probablement quotidiennement. La raison de la survie de Spotify, de Deezer et de tous les services de streaming existants, c'est qu'ils ont négocié avec les maisons de disques. Le constat de départ était simple. Les gens écoutaient de la musique soit en achetant des morceaux 1 € sur iTunes, soit en les piratant avec des logiciels comme LimeWire. Dans tous les cas, les maisons de disques morflent. Mais elles sont pas débiles. Elles savent qu'il n'y aura pas de retour en arrière et elles savent aussi qu'elles ne vont pas pouvoir passer leur temps à attaquer en justice tous les services qui proposent de la musique illégalement. Et c'est là que Deezer et Spotify vont apporter un compromis. Puisqu'on peut pas lutter contre Internet, on va juste faciliter encore plus l'accès à la musique aux gens en concevant un logiciel légal, indépendant des grosses compagnies comme Apple, et en imaginant un nouveau modèle économique attrayant. Les maisons de disques acceptent, mais pas sans condition. Pour que les maisons de disques acceptent de mettre à disposition leur catalogue, il va falloir payer. Et ça va coûter très cher en termes de temps et en termes d'argent. Pour Deezer, par exemple, il faudra 2 ans de négociations entre eux et Sony Warner Universal avant d'arriver à un accord. Et les premières licences vont coûter entre 2,5 et 3 millions d'euros. Et il n'y a pas d'alternative possible. C'est-à-dire que si Deezer ne paye pas, Deezer ne peut diffuser que de la musique de labels indépendants. Et en ne diffusant pas la musique des catalogues des mastodontes, ils n'attirent que très peu d'utilisateurs, donc ils ne sont pas rentables du tout. Donc oui, l'industrie technologique est indispensable à l'industrie du disque, mais l'industrie du disque garde le contrôle. Les deux n'existent pas l'une sans l'autre. Mais la question initiale est intéressante. Qui contrôle vraiment l'industrie de la musique? On pourrait croire que c'est juste la fusion de ces deux industries, mais c'est pas le cas. Un autre secteur est presque au-dessus, ou à minima indispensable pour que l'industrie du disque fonctionne aujourd'hui. Le milieu de la finance. En réalité, le milieu de la finance a aidé l'industrie musicale autant que le secteur de la technologie. Le secteur de la musique a toujours eu besoin de financement, comme toute activité commerciale. Columbia, par exemple, a été fondée par un avocat et un groupe d'investisseurs. Dans les années 80 et 90, les grosses maisons de disques en place, Sony, Warner, Universal et EMI, se mettent à faire énormément de fusions et acquisitions. Très grossièrement, ils rachètent des boîtes pour grossir. Ces entreprises elles-mêmes appartiennent à des groupes dont l'activité principale n'a rien à voir avec la musique. Le plus parlant, c'est Universal Music Group, qui en 2000 est racheté par un groupe français, Vivendi. Tout ça, ça s'accélère avec le temps et notamment avec l'arrivée des plateformes de streaming. Pour l'anecdote, Deezer a été financé entre autres par Xavier Niel, le milliardaire français derrière Free, qui a mis 250 000 € au départ contre 20% du capital. Mais tout ça, ça va attirer d'autres acteurs, les banques, les fonds d'investissement et les acteurs traditionnels de la finance. Et pour que vous vous rendiez bien compte de mes propos, voici un schéma. En rouge, vous avez tous les acteurs traditionnels de la finance, en orange, tous les grands médias, les gros groupes comme Vivendi. En gros, ce sont les deux couleurs qui n'ont rien à voir directement avec la musique. Ok, maintenant on sait que le secteur de la musique est dépendant de 2 secteurs connexes, celui de la technologie et celui de la finance. Mais alors, pourquoi c'est important? Eh bien parce que ça a des conséquences directes sur l'industrie du disque, des conséquences positives et des conséquences négatives. Commençons par les problèmes. Un des impacts de l'arrivée des acteurs traditionnels de la finance dans le milieu de la musique, c'est le besoin de rendement rapide, que ce soit pour les maisons de disques, mais aussi pour les plateformes de streaming. Ça amène à miser parfois sur des artistes ou des genres musicaux qui garantissent une rentabilité immédiate, plutôt que sur la prise de risque, même si on va nuancer ça après. Ça peut nuire à la qualité globale de la musique grand public, puisque la musique majoritairement diffusée l'est principalement parce que ça rapporte de l'argent. Et ça, à long terme, ça nuit potentiellement à la culture en général et à l'héritage que laissent les gros artistes d'une génération. Le besoin de rendement amène aussi à des licenciements. Spotify en 2023 s'est séparé de 17% de son équipe, principalement pour des questions financières. Et évidemment aussi, ça bloque entre guillemets les nouveaux acteurs, tout en renforçant le pouvoir des acteurs en place, notamment des maisons de disques. Les quelques structures indépendantes qui arrivent à se faire une place se voient souvent rachetées. La dernière info en date, c'est le possible rachat de Believe au service des artistes et labels indépendants qui pourraient être rachetés par
Warner Music. Cependant, il serait absolument faux de dire qu'il n'y a que des conséquences négatives. En fait, que vous soyez un artiste qui essaie de produire un album ou une maison de disques qui essaie de promouvoir ses artistes, votre limite principale, c'est quasiment toujours l'argent. L'argent est un moyen. Sans argent, la musique ne pourrait jamais être faite à titre professionnel. Le fait que des investisseurs s'intéressent à la musique donne de l'oxygène à une industrie qui était en train de s'étouffer. Et les efforts de tout le monde ont fini par payer, puisque mesdames et messieurs, en 2015, l'industrie du disque repart en croissance. En plus, cette année-là, les investissements dans les startups musicales et technologiques ont doublé par rapport à l'année précédente. Dans cette vidéo, je m'appuie principalement sur des données américaines, mais pareil, l'industrie musicale française est elle aussi de nouveau en croissance. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Sauf que, si l'industrie du disque va mieux, pourquoi les artistes gagnent-ils si peu? Vous vous rappelez, en 2017, troisième année de croissance, l'industrie musicale génère 43 milliards de dollars et les artistes n'en touchent que 12%, provenant principalement des tournées, donc pas de la musique enregistrée. Alors, pourquoi? Beaucoup accusent les plateformes de streaming, Spotify en tête, d'être coupables des faibles revenus des artistes sur la partie musique enregistrée. Vous avez peut-être entendu le boycott de Taylor Swift en 2014, les remarques acerbes de Thom Yorke de Radiohead, la manifestation devant les locaux de Spotify, bref. Et en effet, ce serait assez logique que ce soit de leur faute, puisque le streaming aujourd'hui représente la majorité des revenus issus de la musique enregistrée, avec 67,3% en 2023. Sauf que, j'aimerais qu'on nuance. En fait, c'est pas vraiment la faute de Spotify. En tout cas, ils sont pas aussi coupables que ce qu'on pourrait penser. De manière la plus simple possible, Spotify a deux rentrées d'argent. D'une part, les abonnements payants des utilisateurs, et de l'autre, les revenus publicitaires que payent les marques et que Spotify diffuse entre les musiques et sur les podcasts de tous les comptes n'ayant pas d'abonnement payant. C'est le principe même du modèle freemium. Sur cet argent, Spotify garde 30% pour couvrir ses frais et pour espérer être rentable un jour, et les 70% restants vont aux titulaires de droits. Ces 70% sont répartis en suivant un modèle au prorata. En gros, Spotify prend toutes les écoutes effectuées sur sa plateforme pendant un mois, il regarde le pourcentage d'écoute de chaque artiste et il distribue ce pourcentage aux ayants droit. En 2023, c'est quelques 9 milliards de dollars versés par Spotify à ses ayants droit. Sauf que ces ayants droit, c'est pas forcément les artistes. Les artistes signés dans un label ont un contrat qui leur donne uniquement un certain pourcentage de ce qu'ils gagnent. Et même si ça dépend du type de contrat, dans certains d'entre eux, c'est 15% pour l'artiste et 85% pour le label. La plupart des artistes totalement indépendants, eux, ne génèrent pas assez de streams pour se rendre compte de l'argent que ça peut représenter, parce qu'ils ne représentent pas un assez gros pourcentage sur la plateforme. Pourtant, quand un artiste indépendant arrive pleinement à percer, je peux vous dire qu'il touche des revenus du streaming. A million streams is around $4,000 USD On Spotify. on Spotify. And we're averaging like 60 million streams a month right now. Across our So catalog. things are yeah. just pretty crazy. And I don't think most people know that there's that potential, because in music, you hear there's no money in streaming. But I'm like, that's because labels own 80% of your songs. But if you own your songs, there's a shit ton of money in streaming. Alors évidemment, c'est un très gros artiste, mais ça montre juste qu'il y a de l'argent dans le streaming. C'est juste que cet argent est capté principalement par les maisons de disques qui gagnent à L3 environ 2,9 millions de dollars par heure. Évidemment, Spotify pourrait théoriquement améliorer plein de choses, mais je ne pense pas que ce soit vraiment eux le cœur du problème de l'argent dans le streaming. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les maisons de disques ont gardé le même fonctionnement avec le streaming qu'avec les CD, alors que les coûts de production ne sont pas les mêmes. Et là, on pourrait être tenté d'avoir une idée. Ce serait trop bien que Spotify devienne lui-même une maison de disques. Et on serait pas les seuls à avoir cette idée, puisque les auteurs de l'étude qui produisent le chiffre de 12% l'ont eu également. Sauf que, imaginez que Daniel Ek, le CEO de Spotify, il se lève un matin et ils se disent « Et si je créais ma propre maison de disques? Je pourrais redonner plus d'argent aux artistes, moi gagner plus d'argent, il y aurait moins d'intermédiaires et ouais, je vais faire ça !» Vous pouvez être sûr qu'à la seconde de l'annonce, Universal, Warner, Sony cassent leurs accords, se retirent de la plateforme, Spotify perd tous ses utilisateurs et met la clé sous la porte. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer plus tôt que Spotify est dépendant des maisons de disques. Il y aurait un conflit d'intérêts énorme si Spotify lançait sa propre activité. Et d'ailleurs, c'est encore un peu plus vicieux que ça. Si Daniel Ek s'exprimait en défaveur des maisons de disques ou remettait trop profondément en question leur redistribution, il est probable que pareil, Universal, Sony, Warner le regardent et lui disent « Fais gaffe,
Ton business, il dépend de nous. Je le répète, mais Spotify peut s'améliorer. Cette partie vise juste à appuyer qu'ils n'ont pas du tout le champ libre pour le faire. D'autant plus que pendant longtemps, les 3 plus grosses majors ont eu des parts dans Spotify, ce qui leur donnait un pouvoir de décision. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là, parce que nous là, nous tous, on pose aussi un problème à l'industrie du disque. La valeur de la musique a baissé. Et la valeur financière n'est qu'une conséquence du fait que la valeur globale de la musique est baissée. Dans les années 90, acheter de la musique, c'était un investissement émotionnel. Il fallait bouger de chez soi et chaque achat qui coûtait de l'argent demandait un choix réfléchi. Une fois acheté, c'est un objet physique que vous alliez chérir. Et il y avait une limite à tout ça. Une limite qui allait de soi. Vous n'alliez pas acheter 50 albums par mois. Aujourd'hui, vous avez des millions de titres dématérialisés pour un abonnement avoisinant 10 €. C'est moins qu'un album et ça rend la musique à l'échelle unitaire quasiment gratuite. De plus, l'usage de la musique a aussi évolué, notamment avec la lo-fi. La musique, c'est devenu pour beaucoup une commodité. En plus de ça, une majorité de consommateurs s'est habituée à la gratuité. Aujourd'hui, en dehors des super fans, personne ne dépense le budget qu'ils dépensaient dans les années 90. Si demain, pour payer plus les artistes, avec des guillemets parce que ça ne reviendrait pas aux artistes, Spotify décide d'augmenter drastiquement le prix de l'abonnement, par exemple de le doubler, il est certain qu'ils seront perdants. C'est le marché qui fixe les prix. Vous pouvez vendre une baguette de pain à 1000 €, mais il est peu probable que vous trouviez des acheteurs. Spotify et les autres plateformes de streaming agissent selon le prix qu'un large public est prêt à payer, parce que c'est en augmentant au maximum leur nombre d'abonnements payants que eux seront rentables. Et d'ailleurs, petite parenthèse, Spotify, dans son histoire depuis 2006, n'a été rentable que 2 fois. Ça veut dire qu'elle fonctionne à perte tout le reste du temps. L'argent se trouve ailleurs dans la musique, dans le live principalement, qui rapporte beaucoup d'argent, mais aussi dans le merch, dans la synchronisation, dans les contrats avec les marques. Et on ne peut pas remettre la faute de cette baisse sur un acteur en particulier, parce que c'est structurel. Même si les maisons de disques ont des torts, on va en parler, leur mode de fonctionnement actuel est rationnel. Vous avez, en tant qu'artiste, peu de chances de réussir dans l'industrie musicale. Et si c'était plus facile avant, il y a toujours eu une grosse part de risque. C'est difficile de le chiffrer, mais on estime à moins de 10% le nombre d'artistes signés qui arriveront à faire quelque chose. Le modèle économique des maisons de disques est donc celui-ci. Elle investit dans 10 artistes. Parmi eux, 7 ne seront jamais rentables pour elle. Elle sera à l'équilibre sur 2 d'entre eux, et un parmi eux lui permettra de récupérer toutes ses pertes, de faire du profit, et lui permettra de réinvestir dans 10 nouveaux artistes. Aujourd'hui, les maisons de disques accompagnent de moins en moins les artistes dans leur développement artistique. Là où avant elles prenaient le temps de développer des carrières, aujourd'hui leur rôle est de trouver des artistes qui ont déjà un univers, des fans, une présence sur les réseaux sociaux et de leur proposer de l'argent et du réseau pour les aider à se développer en échange d'un pourcentage. En gros, les maisons de disques ne créent plus les artistes comme avant, elles se contentent de les faire grossir plus vite dans l'industrie. En termes économiques, elles les scalent. Dans ce cadre, il est tout à fait logique de prendre un pourcentage et de vouloir se rembourser, parce qu'elle finance le projet. Elle n'est pas en train de donner de l'argent pour le plaisir. C'est une entreprise. Après, il faut que ce pourcentage soit juste, et c'est là que la négociation a son importance, et plus que ça, la compréhension de l'industrie musicale, mais on en reparle plus tard. Ce fonctionnement se rapproche du fonctionnement d'un VC, ou venture capitaliste, des gens dont le travail est d'investir dans des startups, parce que les artistes sont comme des entreprises. Et si le modèle des maisons de disques a évolué, les contrats proposés aux artistes ont aussi évolué. On est passé de contrats d'artistes, qui étaient des contrats très courants dans l'industrie, où la maison de disques finance entièrement la production, la commercialisation et la promotion de l'album en échange de la propriété totale des masters, à des contrats de licence, où l'artiste loue en quelque sorte les droits de ses masters pour une durée limitée. En échange de quoi, la maison de disques assure un certain nombre de services déterminés dans le contrat. Par exemple, le marketing, dont le coût aujourd'hui est très élevé. Les artistes émergents qui signent ces contrats sont donc plus libres qu'avant, et surtout propriétaires à terme de leurs œuvres. Évidemment, ça ne veut pas du tout dire que 1. Il n'y a plus de problème dans l'industrie du disque, vous l'avez vu, et ça ne veut pas non plus dire que tous les contrats sont justes. Pour l'écriture de cette vidéo, j'ai consulté un avocat spécialisé dans la musique. Et si j'ai retenu une chose de notre échange, c'est si vous êtes artiste,
consulter un avocat avant de signer. Vous savez que je donne rarement des conseils sur cette chaîne, mais ce conseil-là, pour moi, je me dois de vous le donner. Même si vous avez infiniment confiance en la personne en face de vous, faites relire vos contrats par un avocat. D'une part, il pourra le négocier, mais surtout d'autre part, il pourra vous l'expliquer en des termes simples. Une grosse partie du métier d'avocat dans la musique consiste en fait à vulgariser les contrats aux artistes. Je sais que ça coûte cher, mais sincèrement, c'est indispensable. Et pourquoi est-ce indispensable? Parce que si l'industrie du disque évolue, il reste des problèmes dans cette industrie, dont des problèmes très liés aux maisons de disques, et il faut qu'on en parle. Le principal problème est le contrôle total des maisons de disques. Spotify est l'exemple parfait. Les artistes indépendants sont clairement désavantagés sur la plateforme. Ils ne profitent pas pleinement des playlists éditoriales qui sont principalement contrôlées par les labels, et les labels reçoivent des avances de Spotify, et encore une fois, comme ils ont gardé le même fonctionnement qu'avec le CD, ils ont aussi gardé les petites magouilles qu'ils pouvaient faire, comme le système de casse. À l'époque des CD, certains labels laissaient délibérément des CD se briser pendant le transport pour que le projet d'un artiste n'atteigne pas le seuil de rentabilité et donc que le label n'ait pas à le payer, tandis que lui avait des assurances, donc récupérer de l'argent. Eh bien, une forme de casse s'est installée avec le streaming. Les plateformes versent des avances fixes au label, par exemple 3 millions de dollars. Mais si les streams générés par les titres du catalogue ne permettent pas de compenser cette avance, la différence reste dans les caisses de la maison de disques. Donc, si un service de streaming paie 3 millions de dollars à un label sur une période donnée, et que cette période donnée, les titres du label ne représentent que 2 millions de revenus, il reste 1 million pour le label, qu'il ne croit pas toujours bon de reverser aux artistes. Alors, ça dépend vraiment des structures, mais ce sont des stratégies vicieuses utilisées par certaines maisons de disques pour maximiser leurs profits au détriment des artistes. Et puis, ce contrôle mène aussi à un oligopole. Leur taille, parce que ce sont des entreprises énormes et tentaculaires, et leur volonté de contrôle total, les empêchent d'avancer vite, voire d'avancer tout court. Et elles empêchent mécaniquement d'autres acteurs de les concurrencer. Vous avez bien vu la réaction des maisons de disques face à Internet. Voyant qu'elles n'avaient plus le contrôle, elles ont tout fait pour le récupérer totalement, et leur lenteur à trouver des solutions a mené l'industrie du disque à 15 ans de décroissance. Et le problème, c'est qu'on est sûrement face à une révolution similaire, voire plus grande qu'Internet, avec l'intelligence artificielle. On ne va pas en parler dans cette vidéo parce que ce sera un sujet entier sur la chaîne, mais si les maisons de disques ont la même réaction qu'avec Internet, l'industrie du disque court droit à la catastrophe, une nouvelle fois. Mais j'allais pas terminer cette vidéo sans en parler, il y a une alternative à tout ça. Vous le savez, c'est l'indépendance. L'indépendance aux États-Unis, ça représente 35,7% de l'industrie musicale en 2023. Ce chiffre tombe à 15,7% quand on parle de distribution, mais ça reste une partie non négligeable de l'industrie de la musique. Qui plus est, il y a plus que jamais des opportunités sur les réseaux sociaux, avec des niches musicales qui regroupent de vrais passionnés prêts à vous soutenir directement financièrement. L'indépendance est totalement une solution pour les artistes. Il faut juste bien considérer toutes les charges qui viennent avec l'indépendance, les charges financières et tout le côté entrepreneurial et marketing. Là, on passe dans la très courte partie avis personnel et je vais pas être très clivante sur ce coup-là parce que je pense vraiment que ça dépend de la situation de chacun. L'indépendance ou la signature en major dépend non seulement de la situation de l'artiste, mais aussi de l'avancement de son projet. À un certain stade, avec un certain besoin de financement, si vous ne pouvez pas l'assurer seul, il n'est pas idiot de se tourner vers des acteurs qui pourront vous financer. Je pense que le plus important, c'est deux choses. D'abord, un artiste professionnel se doit, à mon sens, de comprendre un minimum l'environnement dans lequel il évolue, qu'il soit indépendant ou signé en major. C'est sûrement pas la partie la plus plaisante du travail d'artiste, mais ça me semble indispensable pour évoluer sereinement dans l'industrie. Et ensuite, la deuxième chose, l'entourage. L'entourage au sens large. Et ça passe notamment, comme je le disais précédemment, par faire relire vos contrats. Parce que si vous êtes un artiste, vous avez un pouvoir de négociation aujourd'hui. Vous pouvez négocier et presque il faut négocier. Quand vous collaborez avec un acteur de l'industrie musicale, vous pouvez avoir une relation gagnant-gagnant, même avec une maison de disques. Et d'ailleurs, si la relation n'est pas gagnante-gagnante, elle n'a probablement pas de raison d'être. À titre personnel, j'ai longtemps naïvement opposé les méchantes maisons de disques aux gentils indépendants. Mais après des mois de recherche et en m'appuyant sur des faits, il faut admettre que c'est vraiment plus compliqué que ça. D'ailleurs, cette vidéo est vraiment une vidéo de vulgarisation. Et pour être honnête avec vous, elle représente sûrement entre 5 et 10% de mes recherches de ces derniers mois. Le but, c'était aussi de la rendre accessible à un public plus large. Alors, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, voire qu'elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur l'industrie
du disque. En tout cas, bravo à vous d'être arrivés jusque-là, merci infiniment de m'avoir écouté. C'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.